Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Money Tree pour ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode qui me fait recevoir Nicolas Moalik. Salut Nicolas. Salut Julien. Comment vas-tu ? Ça va super, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Surtout que je sais que tu as eu de très bons invités, donc je suis ravi de faire partie aussi des premiers pour ce podcast qui va être vraiment très intéressant au vu des invités que tu as déjà pu avoir ou que tu vas avoir, que tu mettras en ligne bientôt en tout cas. C'est ça, écoute, merci beaucoup d'être là, je suis très honoré aussi. Pour la petite histoire, donc évidemment on fait comme si on vient de se rencontrer, mais ça fait, en fait on a passé le week-end ensemble. C'est donc, ça. Nicolas m'a fait le plaisir de venir intervenir lors de mon séminaire, donc le premier séminaire qui s'appelle toujours d'ailleurs S'enrichir grâce à l'immobilier, qui s'est déroulé hier, samedi 12 février 2022 à Toulouse au Mama Shelter pour pas leur faire de pub. Et donc voilà, Nicolas s'est présenté à l'audience, a fait un petit peu part de son parcours, a fait part aussi de sa vision de l'investissement immobilier, de plein de choses. C'était assez complet, une belle dynamique. Nicolas, c'est quelqu'un qui a de la joie de vivre en lui, qui est hyper optimiste, et ça fait toujours plaisir de rencontrer ce genre de personnes. C'est très inspirant. Donc il y a eu une 50aine de chanceux hier qui ont été sur place et qui ont bénéficié de tout ça. Une belle journée riche en valeurs. Je pense que d'ici que l'épisode sorte, on aura partagé tout ce qu'on a pu faire ensemble ce week-end. Mais comme vous étiez peut-être pas là, et sûrement pas là pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez, du coup aujourd'hui on va faire une petite redite sur le parcours de Nicolas. Donc je te laisse te présenter. Ouais, mais déjà, juste pour dire qu'hier, en tout cas, c'était une excellente journée. Et c'est vrai que ce que tu as organisé, ça permet vraiment des superbes rencontres. Et le fait qu'on soit en petit comité, entre guillemets, à 50, ça permet de créer des liens. Et ça, c'était excellent. Carrément. Merci pour ton retour. En tout cas, le plaisir est partagé. Du coup, excuse-moi, j'ai loupé la question qui était... Présente-toi. Qui suis-je ? Souvent, j'aime dire que finalement, les gens me connaissent par l'immobilier, à savoir que j'investis dans des colocations à distance, sans CDI et jusqu'à l'année dernière sans permis. C'est souvent comme ça que les gens me connaissent et c'est vrai que j'ai tendance à faire des colocations atypiques parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement il y a de plus en plus d'investisseurs immobiliers, il y a de plus en plus d'investisseurs dans des colocations, donc l'idée c'est de se démarquer avec des décorations, avec un style atypique et apporter de la vie et une âme aux appartements dans lesquels on peut investir. Ok, très bien. Ton parcours à toi, du coup, concrètement, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené justement à l'immobilier ? Mais à la base, rien de rien, parce que je suis vraiment... mes parents n'étaient pas du tout dans l'immobilier, ils étaient artisans. Je suis né en Bretagne, au milieu des champs. Ça arrive. Oui, à des gens très bien, et vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Mais de base, c'est vrai que mes parents avaient acheté leur résidence principale, qu'ils ont revendue quand ils ont divorcé. Et après, ils n'ont même pas racheté de résidence principale. Donc, l'immobilier n'était pas en tout cas un pilier dans leur vie. J'ai pas été éduqué avec ça. Et moi, j'avais une fibre qui était artistique, qui était aussi d'ailleurs à l'opposé de mes parents, qui étaient artisans et pas du tout dans le monde artistique. Et moi, je ressentais ce côté-là. Et très rapidement, j'ai su que je voulais aller à Paris, que je voulais faire de la musique, même si c'est vrai que dans mon entourage, on me disait que c'était pas possible, que ça allait être compliqué et que finalement, il y avait peu de chances que j'y arrive. Pourtant, à 18 ans, j'ai tout quitté, je suis parti à Paris, j'ai fait de la musique, c'était super. Parce que j'ai eu l'occasion de sortir un EP qui a été classé le top 30 d'iTunes à sa sortie, ce qui était pour moi exceptionnel parce que venant du fin fond de la Bretagne, c'est vrai qu'on m'avait tellement dit que ce serait compliqué que tout ça me paraissait un rêve avec des paillettes, mais que ça allait être trop compliqué. J'ai eu la chance de faire une comédie musicale, de chanter à l'Olympia. Enfin, tout ça, en tout cas, ne me prédestinait pas à faire, en tout cas, de l'immobilier, d'autant plus que l'argent, pour moi, n'était pas un leitmotiv. Je vivais ma passion, mais c'était une passion qui coûtait de l'argent plus qu'elle en rapportait.
Bon, n'étant pas ni Madonna ou Ed Sheeran, j'avais pas en tout cas les revenus d'une star internationale ou même française dans tous les cas. Et du coup, il y avait ce côté où j'avais cette vie parisienne, où j'ai également fait des études de communication et je me suis vite dirigé dans un métier qui était très paillette aussi finalement, puisque c'était le métier de la télévision. Donc à faire des castings pour des émissions comme L'amour est dans le pré, Qui veut épouser mon fils, ou encore Incroyable talent. Donc c'est vrai que ça, c'était des émissions de divertissement. Je faisais de la musique, donc du divertissement. Je gagnais de l'argent, mais j'étais dans une folie dépensière presque, à dépenser de l'argent constamment. Tu vois, il y avait je me souviens d'avoir ma carte ciné, d'avoir la carte de sport, d'acheter toujours le dernier iPhone, que ce soit le 4, le 4S, le 4S, le 5, le 5S, enfin vraiment tous j'allais dire les bijoux technologiques d'Apple. Mais je suis un grand fan. Ça n'a pas changé ça, du coup, pour le coup. Tu es toujours en train d'acheter les derniers téléphones d'Apple. Tout à fait, mais c'est vrai qu'à l'époque, tout était à crédit. Eh oui. Il y avait vraiment cette consommation à crédit et j'allais même encore plus loin, c'est-à-dire que quand la banque m'envoyait un mail pour proposer un crédit à la consommation, je cliquais toujours sur oui, accepter. Donc des crédits, aujourd'hui dans l'investissement, on sait que c'est la chose à ne surtout pas faire. Moi à l'époque, c'était l'occasion de rentrer 2000, 3000 euros comme ça, que j'allais dépenser dans le mois de toute façon, et le mois suivant, je me retrouvais encore à découvert. Et être à découvert de 500 euros n'était pas un problème pour moi. Mes amis me disaient mais comment tu fais pour vivre à découvert? Je savais toujours que je trouverais un moyen d'avoir de l'argent qui retombe, et souvent c'était mon salaire qui allait combler le découvert ou les crédits à la consommation. Mais en fait, arrivé à 30 ans, j'ai su qu'à un moment donné, cette vie parisienne qui était sympa, on va pas dire le contraire, hein, j'ai eu l'occasion même de aussi vivre à Londres pendant 2 ans. Enfin, là, j'ai fait ma crise d'adolescent, je suis sorti, mais j'étais totalement OK avec ça. Mais arrivé à 30 ans, je travaillais pour C'est mon choix, l'émission avec Evelyne Thomas. Et c'est vrai que là, il y avait... Evelyne Thomas, que l'on salue, qui nous écoutera certainement jamais, mais que l'on salue. Qui sait, sur un malentendu. Mais du coup, c'est vrai que là, c'était des émissions où je me retrouvais. Alors, c'était la nouvelle version. On parle pas de C'est mon choix dans les années 2000. Hein, c'était la version plus récente. Et il y avait ce côté où je cherchais les hommes qui aiment que les blondes à gros seins, trouver les plus belles fesses de C'est mon choix. Vraiment, ça peut faire rigoler. On a du mal à imaginer. Mais oui, il y a une émission qui s'est appelée Les plus belles fesses de C'est mon choix. Je l'ai vu complètement par hasard, mais j'y suis resté jusqu'à la fin du coup. Elle avait eu un bon carton d'audience pour le coup en plus, mais pour des raisons qui sont... moi, vraiment à cette époque, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai décidé de tout quitter, c'est-à-dire que comme une intuition qui m'est venue, je ne peux même pas expliquer d'où ça m'est venu, mais un jour je me suis dit je vais partir en Inde, faire de l'humanitaire. Et encore une fois, j'ai des amis qui m'ont dit mais c'est pas possible, tu peux pas aller faire de l'humanitaire en Inde, surtout que j'y partais pour faire des cours d'anglais, enfin des cours de maths en anglais, sachant que j'ai fait un bac littéraire. Donc il y avait ce côté, mais tu peux pas le faire. Et puis en plus, vu la vie que tu mènes à Paris, tu vas pas supporter de vivre dans un bidonville en Inde. C'est vrai qu'avec le recul, je comprends qu'il pouvait être un petit peu inquiet du chemin que je prenais, mais moi, de toute façon, j'avais besoin de trouver un sens dans ma vie et être dans le divertissement pur qui, pour moi, ne m'apportait rien et dans la dépense constante. C'était une façon d'aller me retrouver. Donc je suis parti en Inde, ça s'est fait en 4 mois, ça s'est fait très rapidement. Je suis parti seul et ça a été une expérience incroyable. Ça a été complètement fou, ça a totalement changé ma vie, en tout cas au début de la trentaine. Découvrir ses enfants dans des conditions qui étaient terribles, hein, qui n'avaient rien à voir avec ce que je pouvais vivre à Paris, de m'attacher en fait à ces enfants et de comprendre, d'avoir une ouverture d'esprit, même si j'avais déjà voyagé. L'Inde, je pense que, en tout cas pour ma part, j'ai pris une claque qui était vraiment là. Et après cette aventure, j'ai décidé de voyager un petit peu étant en Asie, donc le Kuala Lumpur, le Vietnam, les Philippines. Et aux Philippines, il y a une petite anecdote qui était quand même assez représentative de ma vie à l'époque. C'est que je me suis retrouvé sur une plage avec l'eau turquoise à regarder mon compte et à voir que j'étais à découvert. Ben oui, puisque ma vie parisienne était toujours financée. J'avais sous mon appartement, mais les cartes de ciné, d'abonnement, les crédits à la conso, tout ça tombait. Je gagnais moins d'argent parce que je touchais un chômage. Donc, à un moment donné, j'ai dû appeler ma mère pour lui demander 2000 € pour continuer mon séjour en Asie.
Et quand on est sur une plage aux Philippines à faire de jolies photos Instagram, mais que finalement on doit appeler ses parents pour demander de l'argent pour continuer son petit séjour au soleil, y a quand même un déclic qui se fait dans ma tête et je me dis à ce moment-là, bon, ok, on va rentrer à Paris, on va finir le séjour, parce que je l'ai continué, hein. Du coup, je suis parti au Japon, à Hong Kong, et je suis reparti en Inde, parce que l'Inde, ça a vraiment été mon pays coup de cœur. Mais je m'étais dit, à mon retour, va falloir changer quelque chose. Mais je pense que dans une vie, quand on a toujours eu, peut-être par la société, par les gens qui nous entourent, par notre entourage, par nos parents, toujours les mêmes choses, les mêmes schémas, bah, c'est pas évident de savoir comment on va faire autrement quand on a toujours fait de la même manière et que les gens autour de nous font toujours de la même manière. Donc comment moi je pouvais sortir de ce schéma vicieux de dépenses d'argent et d'amusement et de divertissement quand j'avais connu que ça. Et là, c'est là que je pense que la vie la vie est magique, la vie envoie des signes, il faut savoir les écouter, parce que si on les écoute pas, bah, on passe à côté d'opportunités. Et à cette époque-là, la vie n'a pas été tendre parce que je me suis retrouvé avec ma propriétaire qui a mis fin à mon bail après 12 ans de location. 12 ans étant intermittent du spectacle, j'avais jamais eu de CDI hein, en étant journaliste sur les émissions en télé. Pour moi, cet appartement, l'appartement que j'avais, c'était mon pilier, ce qui me permettait d'être... En fait, je savais que tout pouvait s'écrouler, au moins j'avais un toit sur ma tête. Elle t'a donné congé parce qu'elle le vendait, parce qu'elle voulait Elle le l'occuper. vendait. Elle le vendait. Et j'avais 3 mois, parce qu'en fait, elle avait fait les choses dans les règles. Hein. Et je me souviens encore de m'asseoir sur un fauteuil club en cuir que j'avais payé à crédit à Maison du Monde, avec ce recommandé dans ma main, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire, avec ce sentiment que le sol se dérobait sous mes pieds. Il y avait vraiment ce côté qu'est-ce que je vais faire, parce que tous mes amis galéraient à trouver des appartements quand ils devaient en chercher un, en étant intermittents, n'ayant pas de CDI. Et la plupart d'ailleurs falsifiaient leurs documents parce que intermittents à Paris, les propriétaires n'ont pas forcément envie de vous louer un bien. Et on m'avait toujours dit, investir dans l'immobilier sans CDI, c'est impossible. Encore une fois, c'était quelque chose qui m'est souvent revenu en fait dans ma vie. Tu ne peux pas le faire, c'est impossible, ce n'est pas pour toi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a peut-être une solution. J'avais appelé mon banquier de l'époque qui m'avait dit, oui, on peut-être acheter votre résidence principale. J'avais cette lueur de soleil qui éclairait le fait de devenir propriétaire. J'ai sauté dedans. Comme je ne fais pas les choses à moitié, un peu comme l'Inde, la musique ou ma vie en général, j'ai foncé pour faire des visites. La deuxième visite était la bonne. J'ai trouvé un appartement au centre de Paris, 14 mètres carrés, à 183 000 €. Pas cher. Pas cher du tout, hein. Je pense que toi, qui sais investir dans l'immobilier, bon, tu sais que là, même si on est à Paris et que ça peut être du patrimonial, on n'était clairement pas, on était sur une sorte de coup de cœur parce que j'avais cette idée de mettre un escalier pour monter à la mezzanine, et moi avoir un escalier à Paris, c'était mon fantasme. Voilà. On est à 13 000 € du mètre carré. Ouais. 13 000 € du mètre carré sur une petite surface, ce qui au final aujourd'hui n'est pas vraiment déconnant, puisqu'on alors je sais pas dans quel arrondissement c'était, mais C'était dans le 10e arrondissement, 10e, ouais, près du canal Saint-Martin, pour ceux qui connaissent. ouais, alors je connais pas forcément les prix de tous les arrondissements, mais aujourd'hui, à mon avis, un studio, c'est bien plus que 13 000 € du mètre carré. C'est vrai que, ouais, tout à fait. Je pense que c'était pas au-dessus du prix du marché forcément, c'était juste très cher. Moi, ça m'allait, mais je sais que ça touchait beaucoup à mon ego. Cet ego de devenir parisien, enfin de devenir un propriétaire à Paris. Presque, j'ai pas d'argent et j'arrive à être propriétaire à Paris. En tout cas, ça me plaisait, mais à mon ego. Mais ça ne résout. En fait, ok, j'allais être propriétaire, mais fallait que je travaille, que je retourne à travailler dans des émissions de télé qui ne m'intéressent pas forcément. Ça ne changeait pas mon mode de vie. Et c'est en faisant des recherches sur Internet que je me suis retrouvé, comme beaucoup j'imagine d'ailleurs, à trouver des informations sur l'investissement immobilier. Parce que vu qu'à l'époque, je ne connaissais rien à l'immobilier, je ne savais pas ce qu'était un notaire, je ne savais pas ce qu'était un compromis, des charges de copropriété. Et donc, j'ai dû faire des recherches et j'ai été sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai tapé notaire, résidence principale, enfin des choses un peu bêtes. Et j'ai eu, faut-il acheter sa résidence principale ou faire du locatif ? Bon, par curiosité, j'ai cliqué dessus et je me suis dit, ah, mais il y a des gens qui font de l'argent avec l'immobilier.
Et puis, ces gens-là disent qu'il ne faut pas acheter de résidence principale parce qu'on s'endette à plus de 35% de taux d'endettement et qu'on est bloqué. Et c'est vrai que là, j'étais à 36-37% avec ce bien-là. Et je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne idée. Sauf que là, à ma grande surprise, 2 banques me suivaient. Mais me suivaient, j'avais voyagé 6 mois dans l'année, j'avais pas de CDI et j'avais 2 banques qui me prêtaient plus de 200 000 euros. Je trouvais ça incroyable. Mais je me suis dit, s'ils me prêtent 200 000 euros pour acheter une RP à Paris, je pourrais peut-être acheter un investissement locatif et gagner du coup du cash flow et gagner peut-être en liberté dans ma vie, voire même être rentier et repartir au soleil. Un peu le cliché de l'époque, mais en tout cas ce cliché que j'avais, quoi. Parce que je sais qu'aujourd'hui les choses sont différentes, mais bon, c'était ce que j'avais en tête. Et du coup, je me suis dit, je vais faire du locatif. Eh, bah, sauf que la banque moi j'avais accepté un prêt, que le prêt avait été signé, et que quand j'ai été toqué à la banque en mode je veux plus acheter, ils m'ont dit non, vous devez acheter. Et c'était fou d'aller, je me souviens, d'aller à l'agence et de demander à voir la directrice d'agence pour dire je ne veux plus que vous me prêtiez 200 000 euros. Et on m'a dit non, mais en d'une, c'est trop tard en fait. Mais c'est la banque qui bloquait ou c'est du coup le côté vendeur aussi qui était engagé? T'en étais où du coup sur le process d'achat? Tout était fait. Le compromis était signé. T'avais passé les 10 jours de rétractation, ouais, les offres de prêt étaient éditées. Ouais. Parce qu'une offre de prêt, alors tu l'avais accepté peut-être l'offre de prêt. Tu l'avais accepté? Ouais, je l'avais accepté. Ah oui, ok. Parce que effectivement, si tu ne l'acceptes pas après 4 mois à peu près, une offre de prêt, du coup, elle est caduque. Ouais, non, là, je l'avais accepté, je l'avais signé. Ouais, c'est pour ça. T'as peut-être même 1 mois pour l'accepter et 4 mois pour débloquer les fonds après, ça doit être ça. Ouais. Tout était fait. En vrai, on s'approchait de la date fatidique. Hein. Oui, il manquait juste à prévoir la date de réitération par acte authentique et c'était fait, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est la vie encore qui s'en est mêlée, puisque je pense que c'est assez incroyable. Mon notaire m'appelle et m'explique qu'un document a été rajouté dans la copropriété. Un document a été oublié. Un document de type, ce qu'on appelle les documents de type loi Allure, qui sont des documents, enfin la loi Allure, à l'époque peut-être qu'elle n'était pas encore passée, mais qui sont des documents obligatoires lors de la signature d'un avant-contrat et d'une acquisition pour justement avoir le choix de se rétracter ou non suite à la connaissance de ces documents. C'est ça qu'il s'agit? C'est ça. Et l'idée, c'est qu'il était frileux au téléphone. Il savait très bien que j'étais un peu bancal comme vendeur. Et quand comme acheteur, ouais. pardon. Ouais. Et quand j'ai dit, du coup, on parle d'une rétractation vu qu'on décale la signature, il n'a pas pu me mentir. Donc il m'a dit oui. Oui, parce qu'en fait, tu reprends 10 jours de rétractation puisque tu as un document à signer, obligatoire dont tu n'avais pas la connaissance au moment de la signature de l'avant-contrat. Donc ça t'a sauvé. Ça m'a sauvé. En tout cas, effectivement, j'ai mis fin à ça contre l'avis de mes proches qui me disaient « Mais t'es complètement fou, encore une fois. » Alors, on t'offre. T'arrives à acheter un appartement sur Paris. Là, tu veux pas acheter l'appart, tu veux aller faire du locatif. T'es fou. Moi, c'était ça qu'on m'a le plus dit à l'époque. Hein. L'Inde, ça passait encore. Être chanteur, ça passait. Alors, vouloir transformer ma vie de personne qui vivait à crédit à je vais investir dans l'immobilier, les gens, ils trouvaient que c'était pas... En fait, ils avaient peur pour moi. Ils avaient peur que je fasse la plus grosse erreur de ma vie. Et j'y suis allé, je me suis formé. Je n'ai pas écouté les gens. J'ai repris mes comptes en main, mais alors comme jamais. Je notais toutes mes dépenses au centime près sur une application que j'ai plus en tête, mais il y a des applications où on peut noter loyer, nourriture, bar, etc. Et j'avais noté également jusqu'à mes pauses où je mangeais à 16 heures. La banane à 20 centimes d'euros, je la notais pour savoir exactement quelles étaient mes dépenses. J'ai enlevé tous mes crédits à la consommation, j'ai enlevé mes assurances. Téléphone, j'en avais 3. Une d'Apple, une de Darty où j'avais acheté le téléphone et une de ma banque. Du coup, tu priais souvent pour te faire voler le téléphone ou pour le casser, non? Mais j'étais même pas au courant que j'avais 3 assurances. J'étais à 70 balles d'assurance pour un téléphone. Et c'était complètement délirant. Ce qui est irrationnel. Mais c'est normal que j'étais à découvert tous les mois parce que vu tout ce que j'avais, mais j'avais économisé quasi un loyer en mettant le nez dans mes comptes. J'avais quasi 800 euros qui étaient économisés tous les mois. Bon, j'ai mis tout ça à jour. Et puis là, est partie l'aventure immobilière. J'ai fait c'était 15 visites en 2 jours à distance, à plus de 3h30 de train, puisque c'était en Bretagne. Et c'est vrai que pour moi, ça me paraissait complètement fou d'ailleurs d'aller faire des visites d'appart. Hein. J'étais pas à l'aise dans mes baskets. Ça te rassurait d'aller en Bretagne, du coup?
En vrai, je suis allé en Bretagne, pas tant parce que je suis breton, c'est juste que j'ai fait des études de marché, dans plusieurs villes qui étaient étudiantes, puisque rapidement je me suis dit: «Tiens, je vais investir dans des colocations rentables». Pourquoi des colocations? Parce que je m'étais vite dit que la stratégie n'était pas, me paraissait pas trop compliquée, et que c'était le moyen de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Et moi, à l'époque, c'était quand même mon leitmotiv, c'était cette envie de, même si j'avais mis mes comptes à jour, bon, c'est pas pour autant que j'avais beaucoup d'argent de côté. Donc ça a été le moyen de me dire, OK, il y aura une forte rentabilité, je vais mettre un différé bancaire de façon à ne pas payer le crédit pendant 1, 2 ou 3 ans, et les loyers que je vais percevoir de ces colocations ou de la première colocation, je mettrai ça de côté. Et finalement, c'est un peu cette idée que pour moi, la colocation, c'était plus simple et moins chronophage que faire de la courte durée, qui me paraissait à l'époque plus compliqué. C'était un investissement plus faible que faire un immeuble de rapport, qui me paraissait un trop gros investissement. C'était plus simple que de faire une division de biens, qui me paraissait trop compliqué à l'époque. Enfin, ça réunissait finalement tous les avantages pour gagner de l'argent rapidement. Donc, ok, une fois que je savais que c'était une colocation étudiante, et ben à ce moment-là, j'ai fait toutes les villes rentables qu'on pouvait trouver en France. Étant breton, bah, j'ai trouvé une ville que je ne citerai pas, mais en tout cas qui se trouve en Bretagne. Donc, devinez. D'accord. Et je suis parti en Bretagne, finalement faire ces visites-là. Mais c'était, il y a une phrase que j'aime bien qui, si j'arrive à la redire en anglais, fake it until you make it. On dirait pas que j'ai donné des cours de maths en anglais en Inde. Mais il y a cette idée en tout cas de mettre son énergie, de fake it. Moi, je le ressens plus de vivre avec énergie la personne que l'on veut devenir jusqu'à le devenir. Ouais. D'avoir cette énergie en fait. Ce n'est pas mentir, c'est juste incarner en fait cette personne que tu veux devenir dans ton futur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage carrément cet état d'esprit. Je pense que c'est le meilleur moyen d'arriver à ses fins et à atteindre ses objectifs. En fait, c'est de considérer qu'ils sont déjà atteints et d'agir comme s'ils étaient déjà atteints. C'est un peu comme, on va dire, adopter les réflexes des plus riches sans être riche. Ça te permet, en tout cas, tu mets tout de ton côté, toutes les chances de ton côté pour pouvoir le devenir justement parce que tu es déjà structuré pour, et au niveau finalement moral et mental, et au niveau aussi de tout ce que tu peux mettre en place. Comme tu le dis, tu peux structurer tes comptes bancaires, tu peux structurer ta façon de faire, tes process, tes outils, etc. de sorte à pouvoir, alors voilà, on l'a utilisé d'ailleurs sur le séminaire hier, pouvoir scaler vers tes objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux que finalement ton présent, quoi. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Et c'est ce que tu as fait, tu t'es projeté et tu as fait comme si tu étais déjà à l'étape d'après. Ouais. Et vu de l'extérieur, en fait, les gens le voient comme si toi, tu es déjà en fait, assis sur l'étape d'après. Et donc, tu es plus solide, tu es plus crédible. Et j'imagine que c'est ça qui t'est arrivé derrière. Ouais, c'est un peu, puisqu'à l'époque, alors bon, je remonte quelques années en arrière, mais quand j'avais pas d'argent, que j'avais cette vie parisienne à 100 à l'heure, on m'avait parlé de la loi de l'attraction. Et j'avais vu un exercice qui était, vous prenez un chèque et vous inscrivez un montant, style 20 000 euros, vous l'accrochez quelque part où vous pouvez le voir, et en le regardant tous les jours, avec la loi de l'attraction, vous allez recevoir 20 000 euros. Sur le papier, c'est pas mal, hein. On se dit effectivement. Par la poste ou Deliveroo, comment ça se passe? Non, mais c'était un peu ça. Il y aura un signe de la vie là qui va tomber. Voilà, un chèque qui va tomber et ce sera un vrai chèque. Enfin bon. Et je me suis rendu compte que la loi de l'attraction, c'est pas ça du tout. C'est justement incarner qui on veut être avec une énergie, vivre en étant un investisseur IMO avant de l'être, pour finalement amener les relations que j'ai pu avoir avec des agents IMO, être cette personne presque sûre d'elle finalement, alors que je l'étais pas du tout, et d'avoir même cette carte de visite où il y avait mon nom, mon prénom, mon mail et marqué investisseur IMO. Et un agent immobilier, c'était un agent immobilier qui connaissait un ami à moi. C'était cet ami qui m'a mis en contact avec lui. Quand j'avais donné ma carte, il avait réagi un peu. Il savait très bien que c'était mon premier bien. Donc quand j'ai donné ma carte avec marqué investisseur immobilier,
il a réagi avec presque un peu de tendresse. Oh bah il est mignon lui. Un Ouais. truc un peu bon ok. Ouais. Ben 3 mois plus tard, quand il a vu que j'avais acheté mon premier bien et que j'entamais d'autres visites pour acheter le deuxième, bah, c'est lui qui m'appelait pour me proposer des biens. En fait, j'ai juste donné l'énergie. Il a juste vu que j'incarnais qui je voulais être. Je Et comprends. ça marchait très très bien. Alors comment ça s'est passé du coup, cette acquisition du premier bien pour le coup? C'est après ces 15 visites qui t'ont permis du coup Ouais, ouais. d'atteindre le premier objectif déjà? 15 visites, j'ai tout de suite su lequel je voulais. C'était un bien déplorable qui puait les canalisations. Il y avait tout à refaire. Il était dégueulasse. La copropriété était elle-même pas dingo, mais je pense que, encore une fois, c'était presque mon intuition qui m'a amené à prendre ce bien-là. J'avais visité des biens qui avaient de la rentabilité et qui étaient plus propres. Pourquoi j'ai été sur celui-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un bien que j'avais acheté pas très cher à l'époque, 64 000 euros. Ça peut paraître dérisoire pour un 82 mètres carrés dans une ville étudiante. C'est quoi, ça fait quoi, 800 € du mètre à peu près? Ouais, Ouais. 800 euros du mètre carré. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve rarement des biens à moins de 1008-2000 euros du mètre carré. Donc c'était une vraie chance. Ça remonte pas à si longtemps, c'était il y a 3 ans. Mais la copropriété était très particulière. Elle était en cours de création. C'était deux vieux investisseurs qui revendaient par lot un immeuble qu'ils n'avaient pas réussi à rénover. Enfin, l'histoire en soi, elle n'était pas sexy. Et je pense que il fallait avoir un certain courage en fait pour se positionner sur ce genre de bien. Donc ça a écrémé aussi la concurrence un petit peu. Totalement, totalement, parce qu'il y avait vraiment plein de choses qui n'allaient pas. Et ça a fonctionné. Alors là, mes proches m'ont encore dit que j'étais bien, bien fou, hein, parce que là, je partais d'une résidence principale à Paris mignonne, bien que chère, à un truc défraîchi, calamiteux, au milieu de la, enfin, pas au milieu de la Bretagne, mais en tout cas au milieu d'une copropriété moyenne, sur un appart qui était tout autant moyen. C'est du grand classique, le pessimisme ambiant des gens qui ne l'ont jamais fait ou qui Ouais. comprennent pas forcément pourquoi tu peux faire ce genre de choix. Et voilà, et donc en fait, ça, c'est vrai qu'il y a souvent cette négativité autour qui est un peu malsaine, hein, si vraiment on la considère, si on la considère entièrement plutôt que Mm. finalement d'en faire abstraction, quoi. Et c'est finalement une coloc que j'ai mis sur pied très rapidement parce que j'ai eu mon financement aussi rapidement que j'avais pu faire financer ma résidence principale à Paris. Et il faut savoir aussi que j'ai trouvé une banque qui m'a financé en résidence principale en Bretagne, alors que j'habitais Paris. Il y a eu des facilités qui se sont faites, c'est-à-dire, encore une fois, toutes les fois où on pouvait me dire, mais c'est impossible, tu vas pas pouvoir te faire financer une résidence principale alors que tu n'habites pas dans la ville, ben, finalement, ça s'est fait. Et c'est venu par la banque qui m'a proposé de dire telle histoire pour que ça passe sur 25 ans, pour avoir un meilleur cash flow. En fait, en trouvant un bon partenaire, on peut avoir des superbes opportunités et des superbes conditions. C'est une histoire d'interlocuteur souvent, hein, une histoire d'humain, on en revient toujours à la même chose, mais Ouais. plus que la banque en elle-même ou l'enseigne en elle-même, finalement, et le réseau bancaire, c'est souvent l'interlocuteur que tu as et qui est soit force de proposition, soit comprend lui-même ce que tu veux faire, quoi. Et ça, c'est quand même une force, et on peut que conseiller à tout le monde de trouver le bon interlocuteur avec qui il y a du feeling et qui comprend vraiment la démarche, quoi. Ouais, tout à fait. Surtout qu'au final, en ayant eu ce bon interlocuteur, bah, ça m'a permis d'avoir le financement avec toutes les bonnes conditions, 3 ans de report de crédit et pour une colocation 4 chambres à 1600 euros de loyer. Donc, bah, 3 ans de report de crédit, moi, ça me permettait de dégager presque un petit salaire hein, au final grâce à cette colocation. Parce que ça te faisait quoi? Ça te fait quoi en mensualité à terme, là, quand tu rentres en amortissement? 535 euros. Ouais, donc c'est conséquent. Bon, après, tu rajoutes tes charges, évidemment, parce qu'en Ouais. coloc, tu as quand même pas mal de charges aussi. D'ailleurs, parenthèse, parce que pour pas oublier, quand tu fais une colocation comme ça, l'électricité, c'est toi qui la prends en charge à 100%, toute Oui. la conso électrique? Oui, toute la D'accord. conso électrique, je mets tout au forfait de charge. D'accord, comme sur de la courte durée, finalement, tu Tout à inclus fait. ça. Et Internet, etc., Ouais. Netflix, si besoin, et autres. C'était du clé en main en fait. J'ai fait un appartement où je me suis éclaté sur la rénovation. C'est là que j'ai pu exprimer ma créativité naturelle finalement que j'ai en moi, presque artistique. Puisque je trouvais que l'appartement, bah, il était très beau, très bien rénové. Mais j'avais fait une rénovation qui ne prenait pas trop de risques.
risque. Et je me suis déjà à l'époque dit, bon, bah, il y a quand même de la concurrence, il y a des colocations qui sont déjà sur le marché, faut que je me différencie. Donc comment se différencier avec la décoration? Et j'avais j'avais en tout cas une entrée avec un couloir qui était dégagé, qui était beau, mais c'était un mur blanc. Et je me suis dit, mais faut faire quelque chose avec cette espèce d'entrée couloir. Et donc j'ai pris un graffeur qui est venu faire un énorme tag sur tout ce couloir, un énorme tag orange et bleu, donc pareil, quelque chose qui pète, quoi. Et j'ai utilisé ces photos pour l'annonce, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ma coloc est reconnaissable, c'est ce qui fait que c'est une colocation qui passe pas inaperçue sur le Bon Coin. Et c'est d'ailleurs, puisque j'ai communiqué sur ma rénovation sur Instagram et sur YouTube, bah, bizarrement les gens souvent me connaissent parce que je suis le mec qui a fait une coloc avec un tag. Alors, avec un tag, je suis sûrement pas le seul, évidemment, mais en tout cas, moi j'ai communiqué là-dessus au début, et c'est comme ça qu'on m'a repéré finalement. Ouais, non, mais c'est ta signature finalement sur cette coloc-là. Et cette coloc-là, du coup, quand tu l'as acheté, l'appartement était disposé comment? Qu'est-ce que tu as fait toi comme modification pour pouvoir justement arriver à ce rendement qui est quand même important? Tout a été refait. En soi, il n'y a pas eu de grands changements au niveau des pièces finalement. C'est pas, en tout cas, dans cette coloc, tout était assez évident. Mais c'est vrai que j'ai eu une problématique qui aurait pu me coûter très cher. Surtout qu'il faut quand même remettre dans le contexte qu'à l'époque, j'avais pas d'argent et que je créais une colocation pour justement gagner de l'argent. C'est un risque d'ailleurs à prendre. Mais clairement, aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir pris ce risque. Il y avait ce côté où mon artisan m'a dit on va tout passer en électrique. Le gaz, là, c'est un peu une cata, c'est compliqué. Il me dit ce sera plus simple en électrique. Moi, j'y connaissais rien. J'ai dit ok, on y va. Et à l'époque, vraiment, la copropriété était un peu dégueulasse. C'était vendu par lot, donc c'était racheté au fur et à mesure, mais j'étais l'un des premiers. Et donc, il se branchait sur la colonne des communs. Ce qui fait qu'il m'a pas demandé de contacter EDF ou Enedis pour activer cette partie-là dans l'appartement. Donc au début, il a tout enlevé. Il a mis les chauffages, etc. Et puis à un moment donné, il a dit bon, on arrive quand même, on est bien avancé dans la rénovation. On appelle EDF, souscrit à un contrat d'énergie, et puis c'est parti, quoi. On était bien avancé dans l'appartement. Et puis là, mauvaise surprise, EDF m'annonce, un technicien arrive et m'annonce mais non, mais monsieur, vous pouvez pas passer en 9 kVA, vous devez rester en 6 kVA. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon artisan m'avait bien dit, une colocation, encore une fois, je fais pas un cours sur l'énergétique, d'ailleurs c'est pas mon métier, mais il y avait ce côté où il m'avait dit cet appartement, il y a 6 kVA de puissance énergétique, on peut pas avoir une colocation 4 chambres, ça va sauter, c'est impossible, ça marchera pas. De toute façon, EDF m'avait dit qu'il fallait passer en 9 kVA, mais le compteur, en fait, ne supportait pas. La colonne montante ne supportait pas. Elle n'était pas dimensionnée pour. Voilà, exactement. Et là, ça a été l'angoisse. EDF a renvoyé la balle à Enedis et Enedis a renvoyé la balle à EDF. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire de dossier qui n'était pas mis à jour, mais évidemment que c'était la faute de l'autre. Donc, c'était de la faute de personne. Et c'était Bibi qui se retrouvait avec une colocation qui ne pouvait pas être alimentée. Donc, c'est embêtant quand même, parce qu'en Bretagne, on n'est pas en Afrique. Il ne fait pas 40 degrés tous les jours. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec un appartement que je ne peux pas chauffer et qui ne peut pas être utilisé? Et là, à l'époque, c'était Enedis que j'avais eu un technicien qui s'était déplacé pour voir au niveau de la colonne montante, etc. Il m'avait dit honnêtement, là, il y en a pour 10 000 euros. Je peux vous chiffrer, mais il y aura des travaux pour 10 000 euros. Mais moi, les 10 000 euros, je les avais pas. Et c'était fou d'ailleurs parce que faut savoir que je suis au 3e étage. Les 9 kVA en termes de puissance arrivaient jusqu'au 2e étage, mais pas le 3e. Ça m'avait rendu dingue. Je m'étais dit, mais pourquoi ça tombe sur moi? Mais il y a des solutions à tout, finalement. Et avec mon artisan, il a installé un délesteur pour faire du délestage, ce qui permettait de garder du 6 kVA, mais dans les grandes lignes, c'était finalement quand tout le monde est là, quand la cuisine est à fond avec la machine à laver, par exemple, les chauffages se coupent de façon à réguler l'énergie dans l'appartement en fonction du ça le répartit en fait en fonction des besoins à l'instant T. Ouais. Et c'est vrai que ça, franchement, ça marche très très bien. Mais c'est une erreur qui aurait pu me coûter très cher et qui aujourd'hui est une anecdote
qui peut servir en tout cas aux personnes attention, si vous passez tout en électrique, vérifiez cette histoire de compteur, parce que pour le coup, oui, ça m'est arrivé, mais en parlant, je me rends compte que c'est arrivé à d'autres personnes pour des colocations justement, où on passe tout en électrique et on se retrouve un peu bloqué, et il faut vraiment checker cette histoire de compteur. Au final, tu t'en es sorti pour un billet de combien? De 400 €. Donc rien à voir. Rien à voir. Franchement, ça allait. Et c'est vrai que par la suite, en fait, très rapidement, j'ai enchaîné sur une deuxième colocation, sur une troisième colocation. Ça allait assez vite, avec toujours des reports de crédit et toujours cette idée de me différencier. Il y avait toujours cette envie, en tout cas, de façon à ne pas ressembler à tout le monde. Je trouve qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, il y a beaucoup de monde et le but, c'est d'être alors, d'être esthétique, bien sûr, mais de réussir à créer des choses qui sortent de l'ordinaire. Même après, dans la vie, dans le business, dans tout ce que l'on fait, être le plus authentique possible, peut-être sortir des sentiers battus. De façon à ne pas faire comme tout le monde. Et l'immobilier et l'entrepreneuriat, c'est de toute façon aller vers cette façon-là, de toujours penser outside of the box. Encore un fantastique accent anglais. Mais en tout cas, ne pas faire comme tout le monde. Et moi, je m'éclate dans les décorations, avec une coloc qui va être style new-yorkaise, avec un baby-foot, un mur en briques rouges, ou une coloc jungle chic avec un papier peint jungle. Alors, c'est vrai que jungle chic, on va dire que ça peut être un peu plus classique, mais il en faut peu, des fois, pour que ça soit joli, esthétique. Ça marche. Et que ça marche, et que sur les photos, ça crée le coup de cœur. Bon, moi, je les ai vus, les trois, enfin, pas en vrai, pour le coup, mais en photo ou en vidéo, ça marche. Il n'y a pas de sujet. Il y a vraiment de... Tu sens qu'il y a une âme, en fait. Voilà, qu'il y a un avis, c'est pas aseptisé. Ouais, ça donne envie. Alors après, t'aimes ou t'aimes pas, hein, c'est aussi un risque qui est pris, c'est un parti pris. Je veux dire, t'aimes pas le graffiti, clairement. Sur le premier, t'y vas pas. Ouais. T'aimes pas la briquette sur le New-Yorkais, t'y vas pas. T'aimes pas le baby-foot parce que ça fait trop de bruit, t'y vas pas. Et t'aimes pas le papier peint un peu jungle, effectivement, et les ananas, t'y vas pas. Ouais. Mais globalement, les gens sont quand même assez ouverts avec tout ça, donc Mais finalement ça marche. surtout Quoi. pour de la coloc, c'est Ouais. pas de la résidence principale. Exactement. Les gens veulent du fun, veulent s'amuser, veulent un clé en main qui soit comme un Airbnb en fait. Créer une expérience. Aujourd'hui, créer une expérience amène plus de locataires, des locataires de qualité, des locataires qui sont prêts à payer plus cher, parce que la qualité, en tout cas dans l'appartement, est là. Et c'est vrai qu'en moins de 3 ans, j'avais, avec mes différés d'emprunt, plus que doublé mon salaire. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis ? Ça m'a permis d'avoir une vraie sérénité et de me poser dans la vie avec beaucoup plus de recul par rapport à avant. Parce que je n'étais plus à courir après cet argent. Cet argent, j'ai compris que je pouvais le créer. Et en le créant, ça me mettait mais tellement plus de liberté en fait dans ma vie. Parce que, on peut se le dire, hein, mais aujourd'hui, à mon sens, l'argent te permet juste d'avoir cette liberté de prendre le pouvoir sur ta vie, d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai fait en créant ces colocations. Et alors, je partage, hein, c'est vrai qu'en tout cas, l'argent aide beaucoup à prendre des choix. À faire des choix en tout cas que tu peux pas te permettre si justement tu en as un peu moins, hein. D'ailleurs c'est un peu le sujet de ce podcast de manière générale, c'est comment générer de l'argent, mais avant de le générer, comment le gérer. Donc on en a parlé avec toi, tu en es un bon exemple, hein. Apprendre à déjà gérer son argent, après apprendre à le faire fructifier et apprendre à comment s'en servir et à quoi il doit te servir. Est-ce que c'est faire de l'argent pour faire de l'argent, est-ce que c'est faire de l'argent pour prendre des choix, faire les bons, etc. Je voudrais revenir sur un truc qui est en relatif justement à l'argent, c'est les différés. Les différés que tu utilises. Donc sur le premier, tu nous as dit 3 ans de différés. Est-ce que sur la deuxième et la troisième coloc, c'est pareil, c'est 3 ans de différés? 3 ans aussi, ouais. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es rentré en amortissement sur le premier ou pas encore? Ouais, sur le premier. Ouais, tu es rentré en amortissement. Donc là, tu es full mensualité. Ouais. Parce que, alors, on peut le rappeler, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Un différé, donc on peut aussi appeler une franchise partielle ou totale d'un crédit, c'est en fait, c'est le fait de ne payer que, soit si elle est partielle, ou que le différé est partiel, que les intérêts d'emprunt durant une certaine période. Donc, en l'occurrence, toi, c'était 36 mois. Ouais. Pour le coup, c'est grosso modo Crédit Agricole ou Caisse d'Épargne. Caisse d'Épargne. Ouais, c'est les deux banques qui le font. Hein. C'est rare que d'autres banques le fassent. Ou
différé total. Donc là, tu payes strictement rien pendant 3 ans. Toi, c'est quoi, partiel? Du coup, tu payes quand même Le les intérêts? premier était total. Total. Et les deux Ouais. Ensuite, d'après, partiel. partiel. Donc là, tu commences à rembourser un peu d'intérêt. Parce que le problème, c'est que si tu rembourses pas d'intérêt quand tu fais une franchise totale, ça veut dire que ces intérêts qui se cumulent sur 3 ans, tu vas les repayer en Ouais. plus. Donc tu vas payer 3 ans d'intérêts supplémentaires sans remboursement de capital. Donc faut pas, voilà, pour pas mentir aux gens quand même, ça coûte beaucoup plus cher Oui. finalement, c'est 3 ans d'intérêt en Oui, plus. mon prêt a augmenté effectivement et ça, je ne le savais pas. C'était mon premier. C'est vrai que moi, on m'a dit total, ça m'allait très bien parce que ma priorité était de générer de l'argent tout de suite. Effectivement, ça se répercute 3 ans plus tard où j'ai un peu plus, en tout cas, à amortir. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est bien de le savoir. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est intéressant voilà, de le savoir parce que, in fine, ça coûte plus cher, ça c'est sûr. Ok, donc là tu vas rentrer en amortissement dans les prochains mois ou prochaines années sur les deux autres, et c'est là où tu auras vraiment ton cash flow définitif finalement qui va s'étalonner, puisque Ouais, pour l'instant c'est un cash flow qui est un petit peu surabondant tout à par fait. rapport à la réalité du Tout à rendement. fait, ouais. Ok. Mais en fait, ça m'a ouvert la porte de l'entrepreneuriat. Je pense que l'immobilier, c'est pour ça que je rigolais un peu au début en disant que mon rêve était peut-être d'être rentier immobilier quand j'ai débuté ça. Aujourd'hui, je n'ai plus ce fantasme d'être rentier immobilier, de vivre à Paris, pas du tout, de vivre à Bali. C'était plus ce côté, c'est plus ce côté aujourd'hui de me dire finalement, ça m'a ouvert la porte de l'entrepreneuriat finalement. Ça m'a ouvert la porte de générer de l'argent autrement. Et aujourd'hui, ma vie n'est plus du tout la même que celle d'avant parce que, outre l'aspect financier que j'ai pu générer grâce à l'immobilier, c'est vraiment une façon d'être et une façon de penser qui n'est plus du tout, du tout, du tout la même. Je me suis lancé dans le business en ligne pour justement accompagner des gens dans l'immobilier. Mais pour moi, c'était avant tout du partage, puisque j'ai partagé toutes mes rénovations, j'ai partagé toutes mes galères. Je suis quelqu'un de créatif, encore une fois, donc Instagram, YouTube, c'était une manière d'exprimer avec créativité ce que je pouvais vivre dans ma vie. Donc là, j'exprimais plus, enfin, c'était plus de la musique, mais c'était en tout cas de l'investissement immobilier. Et ça a commencé comme ça. D'ailleurs, l'entrepreneuriat est arrivé par la suite, puisque j'avais pas pensé tout de suite faire du coaching. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de partager de manière créative, mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui voulaient potentiellement faire des colocations et qui ne savaient pas comment faire. Donc, forcément, en les accompagnant sur un projet de A à Z, ça se monétisait. Mais ça, je l'ai appris également parce que moi, au début, je savais pas tout ça. J'ai juste compris que dans la vie, on pouvait faire les choses autrement, on pouvait être indépendant, on pouvait créer ses propres revenus et donc mettre un peu sa vie sur mesure. Tu as été à l'écoute du marché aussi, parce qu'il y avait un réel besoin finalement en face de gens que tu pouvais inspirer et qui avaient envie aussi que tu les accompagnes, j'imagine, et qui te contactaient Ouais, spontanément. Et ça t'a peut-être aussi ouvert des opportunités là-dessus, quoi. Voilà. totalement, Ouais. ouais. C'est souvent le cas quand on est un petit peu présent sur des réseaux sociaux, justement, qu'on commence à être visible, ça inspire aussi pas mal de gens qui peuvent nous suivre, Mm. quoi. Ok. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui font de l'immobilier, ils le font dans leur coin, ils ont enfin, un patrimoine qui a 1 million, 2 millions et c'est en cours et c'est superbe, mais c'est des gens qui sont pas du tout dans la lumière et qui ne veulent pas aider les autres et qui font ça pour eux. En fait, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Est-ce qu'on aime partager ou pas? Pourquoi on fait les choses? Ça, après, c'est unique à chacun. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu un véritable ras-le-bol de tout ça parce que je pense que j'avais atteint finalement un objectif financier qui me paraissait à une époque inatteignable. Du coup, il y a eu, oui, de l'argent, je sais le générer, il est là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent au final, une fois qu'on en a? Alors, je ne suis pas millionnaire, bien évidemment, mais une fois qu'on a un peu d'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça a été une grande question. Ça m'a pris quasi toute l'année 2021, au point où je n'avais plus envie de rien. Je ne supportais plus mes locataires. J'avais mis en pause tous mes accompagnements parce que j'étais pas à 100%. Donc mes colocs, j'étais à 2 doigts de tout revendre. Enfin, je voulais tout arrêter. Et il m'a fallu vraiment un travail sur moi. En l'occurrence, ça a été de terminer dans une retraite silencieuse pour aller chercher au fond de moi qui j'étais et qu'est-ce que je voulais réellement faire dans ma vie. Parce que c'est, je pense, aussi un luxe de pouvoir prendre du recul sur sa vie
quand à un moment donné, l'argent n'est plus un problème où justement on doit courir, se lever tous les matins pour courir après l'argent. Et qu'on a du coup une clarté, on va dire une sécurité financière, et de se dire mais maintenant qui je suis et pourquoi je fais tout ça. Ça m'intéresse justement d'appuyer un petit peu sur cette retraite Ouais, silencieuse. Euh, Moi, tu vois, par exemple, j'ai du mal avec le silence. Et je pense que quelqu'un comme toi aussi, qui est assez hyperactif, qui met du peps dans sa vie, enfin, j'imagine que le silence aussi, ça doit te peser parfois. beaucoup. Donc, alors, voilà, est-ce que tu peux me dire, en plus, tu as été musicien, donc c'est clair, quand tu es musicien, tu as toujours envie voilà, de quelque chose quoi, qui accompagne. D'écouter de la musique Ouais, voilà, constamment. voilà. Et alors, je suis pas musicien, mais j'ai toujours besoin, moi aussi, de musique, tu vois. Dès que je suis chez moi, je mets la musique, j'en ai besoin. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est une retraite silencieuse? Comment tu l'as vécu? Et comment ça se passe? Combien ça coûte? Ça sert à quoi? Qui tu retrouves là-dedans? En fait, ce qui est marrant, c'est que à la recherche absolue de réussite, je me suis fait accompagner pour un coaching business Par qui, Margot Klein, c'est ça? par Margot Klein, ouais, qui m'a coûté assez cher. Bon, de toute façon, si vous connaissez Margot Klein, elle a des tarifs assez chers, mais en général, les résultats sont à la hauteur de ces tarifs. On la salue d'ailleurs, peut-être qu'un jour elle écoutera cet Ouais. épisode, hein, on lui partagera, on verra si ça l'intéresse. Totalement. Bah oui, parce que c'est vraiment une. Au début, c'est vrai que le coaching a été un peu étrange parce que finalement, on n'était pas forcément sur le business, mais on était sur ma personnalité, sur les blocages, puisque elle va vraiment débloquer ce qui est en toi pour pouvoir éclater tout dans la vie, entre guillemets, hein. Tes objectifs, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient même de couple, sportifs, peu importe finalement, mais pour exceller dans ta vie. Et c'est vrai que, bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais un jour, enfin sur la fin d'ailleurs, quand on s'est vu en présentiel en Suisse, le conseil qu'elle m'a donné durant un week-end, il y a eu quasi qu'un conseil, qui était, franchement, arrête tout. Mets ton portable de côté et va voir les moutons et les chevaux sans rien au milieu des champs. Euh, c'est vrai que je l'avais regardé avec une tête, et d'ailleurs elle m'avait dit, quand je vois ta tête, je sais que c'est ça que tu dois faire. Parce il y avait une certaine peur ou une interrogation de, bah, à un moment donné, j'ai pas payé un coaching business Pour que tu me dises d'aller voir des chèvres à la oui, montagne, quoi. mais limite de retourner chez moi au milieu de la campagne. Je sais ce que c'est la campagne, hein, j'y suis né. Donc, en fait, à partir du moment où je trouve hein, que quand on travaille avec un coach et qu'on fait confiance à quelqu'un, s'il nous donne un conseil, dans le doute, autant écouter ce conseil et aller jusqu'au bout, puisque j'estime qu'elle ne disait pas ça par hasard. Et ben, elle ne s'est pas trompée. J'ai pris cette retraite silencieuse. À la base, je voulais partir au Népal, faire 10 jours de méditation pendant 10 heures par jour. Alors, je suis quelqu'un d'extrême, hein. Je pense que peut-être les personnes l'ont bien compris, mais il y avait ce côté-là. Donc, j'avais cette envie de faire une retraite vipassana, ça s'appelle. C'est vraiment le rien. C'est 10 heures 10 heures par jour de méditation. Il paraît que c'est très compliqué, c'est très dur psychologiquement à vivre. Et en fait, il y en a en Europe, il y en a en Asie. Et entre le Covid et la situation actuelle, en fait, tous les centres étaient pleins. Et je n'arrivais pas à être accepté dans un centre. Mais vraiment, je n'arrivais pas. Et un jour, un ami m'a envoyé un message en me disant bah, tiens, j'ai vu passer une retraite silencieuse dans le sud de la France, près de Valence. Et bon, je me suis dit pourquoi pas. C'était une semaine. J'ai dit ok, je vais y aller. De toute façon, c'était dans un mois. Les retraites, moi, Vipassana que je voulais faire, ben, j'arrivais pas à y accéder. J'ai dit, je vais y aller. Et ça représentait un peu ce que m'avait dit Margot, puisque là, on était dans une ferme rénovée, au milieu des moutons. Bon, ok, on check tout. Et le deal, c'était vous retrouver avec vous, face à vous, grâce au vide et au silence. Effectivement, ça semble être à peu près ce dont j'ai besoin. Je suis parti là-bas, et pour résumer un peu les journées, c'était lever 8 heures, enfin lever 8 heures. À 8 heures, une première méditation d'1 heure.
à 14 heures une méditation d'1 heure et à 20 heures une méditation d'1 heure. Donc 3 heures de méditation par jour. Quelles sont les activités? Eh bien, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on n'a pas le droit d'avoir de portable, ni d'ordinateur, ni de livre, ni de carnet, ni de crayon. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se regarder, on n'a pas le droit de se toucher, on n'a le droit à rien. Le but, c'est de ne rien faire. Le sport est interdit et le yoga est interdit également. Ce qui fait que les journées, c'est 3 heures de méditation par jour, comme je l'ai dit, et c'est 2 repas. Il y a un jeûne intermittent, ce qui fait qu'on ne mange pas le matin, on mange à midi, à 19 heures. Et c'est tout. On est au milieu de la montagne, au milieu des bois. Donc finalement, le quotidien, c'est la méditation, c'est la marche contemplative, et c'est le rien faire. Être assis, regarder la nature, les moutons, soit dans le canapé du salon, soit dans sa chambre, soit dans le jardin, soit aller marcher en forêt. Et c'est tout. Comment tu l'as vécu ça, les premiers jours, les derniers jours? J'imagine qu'il y a eu une évolution durant la durée du séjour? Totalement. En fait, au début, franchement, je savais pourquoi j'étais là. C'est même pas tout à fait une semaine, c'est 5 jours et quelques, à peu près. Je savais que c'est quand même court, finalement. C'était un peu bizarre de tout mettre en suspens. J'ai été très stressé de mettre mon téléphone en mode avion et de le donner au couple qui organise ces retraites parce qu'ils le mettent sous clé. Tu n'y as vraiment pas accès. Et il y avait ce côté mais si on m'appelle, mais si j'ai un message important, mais s'il se passe si, S'il y a un dégât des eaux dans ma coloc. Mais c'est ça, mais en fait on s'imagine tout et n'importe quoi, comme si le monde allait s'arrêter de tourner parce qu'on disparaît pendant 5 jours. Or, le monde tourne très bien quand on n'est pas là. Hein. Ça, je l'ai remarqué. C'est assez marrant à quel point on a l'impression d'être des fois important alors que finalement tout se passe bien. Hein. Et au début, moi j'ai cherché, vu que je suis quelqu'un de très peut-être mentaleux, avec ce mental qui est toujours là, à réfléchir, à penser, à créer, j'avais plus rien. Mon cerveau ne pouvait plus se nourrir du quotidien. Il y a la queue, ça fait chier, donc on est en boucle dans notre tête, on est pressé, on est ceci, les appels, Instagram, les WhatsApp, c'est devenu insupportable le nombre de notifications sur WhatsApp. C'était vraiment le fait de se retrouver seul et de chercher du coup comment le cerveau peut finalement s'alimenter. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un problème de mouches. J'avais des mouches dans ma chambre qui venaient, c'est vrai qu'il y avait plus de mouches entre midi et 17h. Bon, ça peut paraître étonnant comme ça, mais je me suis retrouvé à les tuer. Parce que ça me rendait fou, parce que je m'estimais avoir payé quand même une chambre. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est un séjour qui coûte 600 euros. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, pour prendre soin de moi, je trouve que 600 euros, c'est pas excessif, mais c'est vrai que pour mes amis qui peuvent être salariés, avec 600 euros, ils vont au Club Med ou ils vont en vacances quelque part. Ils vont pas ne rien faire. Tuer des mouches. Et tuer des mouches, quoi. Mais du coup, j'étais là, je vais tuer les mouches, je les faisais sortir et mon cerveau était là-dessus. Et puis c'était, du coup, c'était devenu finalement mon problème de il y a trop de monde à la caisse et je gueule. Là, c'était, j'ai payé une retraite silencieuse et du coup, il y a des mouches et ça m'ennuie et pourquoi et puis, c'est arrivé à être un vrai problème parce que j'allais marcher pendant 1h30 et c'est là où j'ai eu un premier déclic. C'est que pendant 1h30, je me suis dit pourquoi ça m'arrive à moi? Calimero, hein. Franchement, je dois être là pour méditer. Je peux pas méditer parce qu'il y a le bruit des mouches. C'est vrai que 20 mouches dans une chambre, ça fait un peu de bruit, hein, pour le coup. Et puis, au bout d'1h30 de marche, j'ai eu comme une info qui est tombée en moi qui était une phrase très sereine. Mais les mouches, est-ce vraiment si important? Est-ce que là, c'est le problème principal dans ta vie? Et je me suis dit, c'est vrai que non, parce que je peux aller méditer dans le salon, je peux aller dehors, il fait beau. Donc c'est vrai que la chambre en elle-même, c'est pas très grave. Et puis, les mouches me prenaient la tête. Mais j'ouvrais la fenêtre, je prenais un balai, et puis en fait, elles partaient, les mouches. Mais c'est comme si j'allais chercher à compliquer les choses. Parce que dans la vie, on est assez bon à compliquer les choses. Toutes les problématiques qu'on a, si on prend un peu de recul, si on dézoome sur la situation, c'est peut-être pas si compliqué, pas si grave. Et pourquoi se rendre dans des états pas possibles sur des broutilles de la vie du quotidien? Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu cette info un peu étonnante qui se passe dans ma tête, hein, mais beaucoup plus sereine. Et les jours qui ont suivi, quand je sortais dehors marcher, donc dans un silence total, en étant dans cette vie silencieuse, j'ai commencé à me poser des questions sur l'immobilier,
sur mon business, sur ma vie en général d'ailleurs. Et j'ai des réponses qui tombaient avec fluidité, mais des réponses qui étaient tellement plus simples, tellement plus... Il y avait une sérénité en fait dans ces réponses. Et ça m'a donné des pistes d'action qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais d'habitude, qui étaient souvent dans la force, la réussite, le combat avec soi-même, avec les autres, avec l'ego. Et en prenant ce recul, en me disant que finalement, si je m'écoutais beaucoup plus, ben, c'est vrai que comme m'avait dit ma voix supérieure, hein, après on l'appelle comme on veut finalement, j'avais eu cette info de pourquoi tu te prends autant la tête dans ton marketing alors que finalement, juste communique sur ce que t'aimes, comme tu as commencé à le faire, alors que j'avais commencé à rentrer dans le jeu du marketing. L'immobilier, c'était, bah, l'immobilier, ça te rapporte de l'argent, ça te rapporte cette liberté. Pourquoi toujours chercher à la course à plus? Finalement, t'achèteras peut-être un bien l'année prochaine, mais que ça ne devienne pas une comparaison avec les gens qui t'entourent pour avoir toujours plus de patrimoine et se sentir en dessous des gens qui sont là. Enfin, dans cette comparaison en fait des gens qui nous entourent, et moi là, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et je me suis rendu compte que tout pouvait être beaucoup plus simple. Et je suis ressorti de là avec un recul sur moi et sur ma vie, et ça a totalement changé ma perception des choses. Et en ayant ce recul, il y a eu une sorte de spiritualité qui a pris sens. Et cette spiritualité, c'est pas quelque chose de perché. Finalement, c'est être hyper ancré dans la réalité, mais juste avec un recul sur soi et en s'écoutant beaucoup plus. Mais en mettant de côté l'ego. Et je pense que c'est très compliqué quand on ne sait pas différencier l'ego de son naturel, de son soi. C'est très dur de savoir, de connaître la différence. Moi, à l'époque, je savais qu'il y avait l'ego, qu'il fallait que je le mette de côté, mais je ne savais pas comment. Bon, il a fallu que je fasse cette retraite pour le découvrir. Je pense que chacun a sa façon, finalement, de se reconnecter à soi. Et depuis, ma vie a pris beaucoup plus de fluidité. Et les choses sont beaucoup plus simples. Comme quoi l'importance aussi de discuter avec d'autres personnes, de les écouter, de se faire coacher, de se faire accompagner, alors dans différents domaines, hein. Ça peut être dans le management quand tu es salarié, ça peut être effectivement dans des problématiques de vie au quotidien, De vie, de mental, couple, de couple, tout en fait. plein de Tout. choses, et d'avoir toujours un avis extérieur et finalement objectif par des gens qui ne nous connaissent pas forcément et qui sont beaucoup moins proches de nous et qui nous donneront cette objectivité de conseil en fait, qui est dénuée de tout intérêt, puisqu'ils sont aussi payés pour ça. C'est le cas, toi tu as payé pour avoir des conseils, tu les as appliqués, tu as payé pour appliquer les conseils, puisque du coup tu es allé faire cette retraite, ça t'a coûté 600 € la semaine, et aujourd'hui tu le regrettes pas, finalement ça t'a changé en soi, et ça t'a rendu meilleur, en tout cas meilleur dans le sens dans lequel tu voulais aller, quoi. Ouais, et après, en termes de résultats, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus connecté à moi, comme je l'ai dit. Du coup, je fais les choses sans vraiment aucune attente. Je fais les choses avec plaisir. Je fais les choses, on va dire, en donnant et non pas en étant dans l'attente de recevoir constamment. Et ça, c'est pas évident dans la vie. On va dire, enfin moi qui, et enfin là je rentre dans quelque chose d'assez personnel, mais je l'ai sûrement encore aujourd'hui, ce qu'on appelle la blessure du rejet. Et donc dans cette blessure du rejet, j'avais toujours cette envie de plaire, d'être aimé, de faire plaisir aux autres, mais pas faire plaisir inconditionnellement, mais faire plaisir pour avoir cette condition d'être aimé en retour. Et depuis que j'ai compris que finalement, le plus important, c'est d'être moi à 100%, bah, j'ai commencé à tourner ma communication en m'amusant, à faire des vidéos YouTube en m'éclatant. Donc les vidéos YouTube me prennent 3 fois plus de temps, mais alors qu'est-ce que je m'éclate? Et du coup, ces vidéos marchent beaucoup plus parce que je pense que je suis beaucoup plus naturel. Du coup, j'ai plus de relations avec les gens. Du coup, il se passe beaucoup plus de choses dans ma vie en fait. Plus d'authenticité. Mais totalement. Et je comprenais pas ce qu'était l'authenticité avant de faire cette retraite spirituelle. J'aime pas dire spirituelle parce qu'elle l'était pas à la base. Elle était silencieuse. Après, la spiritualité est venue, mais ça, c'était par surprise. Excellent, Nicolas. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. C'est très inspirant, je pense, pour beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, pour moi également d'ailleurs. Et est-ce que on arrive quasiment à l'heure d'enregistrement. Ouais. Est-ce que tu d'ailleurs, j'ai vraiment pas vu l'heure passer. Est-ce que tu peux nous partager des outils que tu utilises, alors soit pour tes colocations, soit toi à titre personnel pour différents sujets? Est-ce que tu as envie de partager des choses avec nos auditeurs? C'est vrai que là, c'est différents domaines hein, dans l'idée. Par rapport à la colocation,
Moi, alors, j'ai pas vraiment d'outils. Je dirais de passer à l'action. Souvent, ce que je dis, c'est que même si vous ne trouvez pas de bien rentable, pour ce qui est de l'immobilier, visitez. Visitez des biens qui sont trop chers, parce que je me rends compte beaucoup que c'est en créant la relation avec un agent immobilier en particulier, bah, c'est peut-être cet agent qui va vous proposer un off-market le lendemain. Et c'est avec lui que vous allez faire affaire et avec lui que vous allez trouver de la rentabilité. Donc ne soyez pas défaitiste sur ce que vous voyez sur le papier, sur votre canapé, devant le Bon Coin. Allez être proactif pour aller chercher la bonne affaire, la négocier. Si vous devez faire 15 offres, faites vos 15 offres. Sur un malentendu, il y aura peut-être une qui va passer. Après, bon, c'est vrai que j'ai pas de technique particulière après à donner. Et peut-être que dans la vie, justement, ce que je peux dire, c'est de s'écouter un maximum. La méditation avait peu de sens pour moi avant, mais en tout cas, je sens qu'aujourd'hui, la méditation, c'est ce qui me permet de prendre du recul sur une Tu situation. continues de la pratiquer? Ouais, 10 minutes par jour. Donc, je Ok. suis pas à 3 heures par jour, hein. Mais 10 minutes par jour me permet en tout cas de me recentrer sur moi et de savoir qu'est-ce que je veux. Je pense que pour n'importe quelle personne, il faut être clair dans ses objectifs. Si on veut investir dans l'immobilier, ne soyez pas sur un immeuble de rapport, du Airbnb et de la colocation. Et en plus, ça arrive à certains d'être sur 3 villes différentes. Trois stratégies différentes, 3 villes différentes. Je peux quasi vous assurer qu'au bout d'un an, vous n'aurez rien trouvé. Vous êtes trop, c'est trop se disperser. Donc le fait de prendre du recul, de savoir ce qu'on veut, donc par exemple une colocation avec 300 euros de cash flow dans telle ville, en étant focus là-dessus, en 4 mois, elle peut être trouvée cette colocation. Et c'est prendre ce recul, et ce recul vient aussi être sur le recul de soi. Donc la méditation, moi, m'aide au quotidien à être beaucoup plus serein. Et ce que je fais aussi, à la limite, c'est noter mon plan d'action sur 3 mois, savoir quels sont les objectifs que je veux tenir au bout de 3 mois. Euh, Attention, je veux pas non plus tomber dans le côté d'une organisation trop carrée. Et j'ai tendance aussi à tous les soirs noter pas forcément mes objectifs, mais ma to-do list du lendemain. Ce qui fait que le matin, je me réveille pas avec un sentiment de qu'est-ce que je dois faire. Et ça marche très 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 bien pour moi. Les fois où je note pas ce que je dois faire le lendemain, j'ai souvent des journées très floues. Ça part dans tous les sens. Donc, c'est prendre du recul et noter les choses à faire pour le lendemain. Moi, ça marche très très bien pour gagner en organisation, en efficacité et atteindre ce que je dois atteindre trimestriellement. Ok, très clair, très très clair. Merci pour tous ces partages. Si on veut te contacter, si on veut échanger avec toi, si on veut te suivre, si on veut par exemple découvrir justement toutes ces colloques, mais aussi cet état d'esprit et cette motivation qui t'anime, où on peut te trouver? Ouais, bah sur Instagram, je suis très, très actif pour le coup, nico.investisseur. Nico Investisseur marche aussi en tapant sur YouTube, ou Nico Oser Investir, qui est à la base le nom de mon site, enfin, en tout cas de ma page sur C'est YouTube. quoi ton rythme de publication sur YouTube? Ben, ça fait 3 ans où je suis quasi à une vidéo par semaine, si ce n'a pas été à un moment donné 2 vidéos par semaine. Ok, donc vraiment très régulier. Ah oui, oui, c'est très régulier. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que les vidéos sont beaucoup plus un peu dingo, hein, on va dire ça comme ça, peut-être moins formatées que sur une chaîne immobilier. Mais en fait, sur ma chaîne, en parlant d'immobilier, j'ai envie d'amener du fun. Je pense que dans la vie aujourd'hui, justement, en prenant ce recul, on peut s'amuser. Donc, peu importe les projets que l'on mène, bah, faut le faire avec envie, en s'amusant. On n'est pas sur cette terre pour vulgairement se faire chier, en fait. Donc, prenons ce recul, amusons-nous, faisons des projets. Tout n'est pas simple. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes, mais c'est comme ça. Le but, c'est prendre le pouvoir sur sa vie et ne jamais être victime. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Belle conclusion. Donc, abonnez-vous à Nico Investisseur sur Instagram, sur YouTube. Surtout, allez visionner l'une de ses dernières vidéos qui traitera de ce week-end toulousain, puisque Nicolas Ouais, un a- super vlog. a découvert Toulouse ce week-end, Ouais. du coup, en venant intervenir à mon séminaire. Abonnez-vous à ce podcast, bien évidemment. Faites abonner tous vos amis. Partagez l'épisode parce que je suis sûr qu'il intéressera énormément de monde autour de vous. Surtout, notez aussi le podcast sur Apple Podcast et Spotify, puisque je vous rappelle que sur Spotify, on peut maintenant le faire. Et quand vous le notez, évidemment, mettez la 5e étoile. Pourquoi en mettre seulement 4? Merci beaucoup. À très vite pour de nouveaux épisodes et bon retour sur Paris, Nico. Merci Julien. À À plus bientôt. tard. Ciao. Salut.
Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.